Je vais pas laisser ma Boïna quand même, hein. Je vous la présenterai si vous voulez, mais. Et donc, pour ceux qui rejoignent le podcast, là, je viens de lancer l'enregistrement. Comme vous voyez, les filles s'amusaient à se déguiser. J'étais pas au courant de cette propagande. Mais du coup, aujourd'hui, on retrouve donc Patricia et Sandra. Donc, vous connaissez un petit peu déjà toutes les deux. Je vais te laisser présenter le podcast aujourd'hui, Patricia. Comment est-ce que vous vous connaissez et un petit peu pourquoi est-ce que tu as eu envie d'inviter Sandra et un peu la ligne directrice de tout ce podcast. Et ta connexion va beaucoup mieux, d'ailleurs. Ouais, merci beaucoup. Et surprise, tu me fais quelque chose de spontané là, vraiment. Ouais. Alors, Sandra, comment on s'est connus? On s'est connus sincèrement au travers d'une amie commun. Et on s'est connus dans le Gers à la base, donc dans un petit village à Mauvezin. Et Sandra avait entendu parler de moi, comme moi j'avais entendu parler d'elle, lorsque elle a appris que je suivais que j'allais aller en Patagonie pour voir, pour suivre l'enseignement de Jean-François Pignon. Et donc cet ami commun nous a présenté. Elle est venue chez moi ici à Maourat. Et ça a été une vraie reconnaissance. Moi, je dis d'âme. Ça a été, c'est tout de suite, ça a tilté. Et même si je ne savais pas si j'allais partir en Patagonie, je savais que j'allais partir en Patagonie, retrouver Sandra qui y vit depuis combien de temps, Sandra, tu y vis? Ça fait depuis 10 mois maintenant. 10 mois. Et donc, voilà. Et c'est ça. Et après, tout s'est enchaîné. J'ai su que je pouvais suivre la formation de Jean-François. Et donc, je suis partie quelques semaines avant. On a fait un podcast là-dessus. Et pour moi, c'était important. Et je trouvais, j'en avais parlé à Alexis, d'inviter et que vraiment, Sandra, tu viennes vraiment exprimer ce que tu vis, toi, en Patagonie, parce qu'on avait un peu parlé sur c'était les chevaux, les gauchos, cette notion de dressage. Est-ce que toi, en tant que femme, puisque tu es vraiment une femme dans une estancia, au milieu de ces chevaux et au milieu de ces hommes, de ces gauchos et de leur manière dans leur éducation de dresser les chevaux. Donc c'était un peu ce positionnement-là avec ta sensibilité. Donc je vais te laisser maintenant te présenter, Sandra. Merci Patricia. Donc, moi je m'appelle Sandra, je suis à la base professeure de yoga. J'ai vécu 11 ans sur l'île de la Réunion où j'ai exercé ce métier de professeur de yoga que j'ai évidemment adoré. Je suis aussi psychothérapeute et ma vie a changé il y a une année lorsque, après un divorce, après que mes enfants qui maintenant sont grands soient partis de la Réunion, je me suis trouvée un peu à tourner en rond sur cette île que j'ai beaucoup aimée, mais voilà, je l'ai entendu me chuchoter à l'oreille. Et maintenant, il est temps que tu partes. Donc, j'ai fait mes valises, j'ai tout vendu et j'ai décidé de partir au Pérou. Une amie me proposait d'aller là-bas dans la jungle rencontrer des chamans. Donc, je suis partie rencontrer des chamans au Pérou et j'y suis restée 2 mois et demi. Ça a Ayahuasca. été ouais, ayahuasca, beaucoup de plantes, beaucoup de plantes du Pérou, du nord du Pérou, de la jungle et de la vallée sacrée, avec beaucoup la huachuma aussi. Pour ceux qui connaissent, voilà, j'ai eu beaucoup d'initiations avec les plantes qui m'ont, je pense, permis une forme de renaissance, parce que j'ai quand même quitté la Réunion dans un état de crise intérieure et existentielle important. J'avais perdu le goût et le désir de vivre, et je pense que les plantes m'ont vraiment aidé. Ces 2 mois et demi au Pérou m'ont aidé à de nouveau aimer la vie, à de nouveau retrouver cette joie et ce goût de vivre. Et ça m'a rappelé un rêve que j'avais petite fille, parce que je montais beaucoup à cheval. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai beaucoup monté à cheval. Et je me vois encore à l'âge de 10 ans sur mon poney blanc qui s'appelait Geronimo,
non, Gémino. Et je partais faire des grandes chevauchées avec lui à Cru. Et j'avais ce rêve de partir des jours durant dans des contrées sauvages. Et pour moi, dans mon fantasme, les contrées les plus sauvages sont les contrées de Patagonie, même si je connaissais pas du tout la Patagonie, mais voilà, dans mes fantasmes de petite fille, c'était la Patagonie. Et du coup, étant au Pérou, je me suis dit, bon, bah, la Patagonie, c'est pas loin, allons chercher une chevauchée sauvage, là-bas de 10 jours que j'ai trouvé. Et je me suis dit, je reste que 10 jours. J'avais un billet d'avion de retour pour le Brésil 10 jours après la chevauchée. Et il se trouve que pendant ces 10 jours, j'ai rencontré l'homme de ma vie actuelle qui a fait que dans toutes mes péripéties, j'ai perdu mon vol et j'ai dû rester ici. J'ai rencontré cet homme et ça fait 10 mois que je vis avec lui dans son estancia et que j'ai vraiment effectué un changement de vie radical. Radical, parce que comme tu le dis, Patricia, je vis dans une estancia uniquement entourée d'hommes. La seule femme qui est ici, c'est celle qui s'occupe de cuisiner pour les gauchos et qui fait le ménage aussi. Elle s'appelle Lily, je l'aime beaucoup. Et voilà, sinon, il y a pas d'autres femmes, c'est vraiment un monde d'hommes. Et le changement est d'autant plus radical que moi, j'ai quand même travaillé toute ma vie au niveau du yoga pour les femmes. J'ai créé un yoga qui s'appelle le Devi Yoga, qui est un yoga pour les femmes. J'ai contribué aussi sur l'île de la Réunion à créer des ateliers de yoga pour les jeunes filles dans les lycées, pour les préparer, pour pouvoir leur permettre d'apprivoiser leurs règles. Donc l'émancipation de la femme, son épanouissement, trouver sa place, tout ça pour moi ça a été vraiment un travail, une œuvre de vie. Et je me retrouve ici dans cette estancia entourée de chevaux et de gauchos avec vraiment une autre manière d'être en relation avec le vivant et avec la femme parce qu'il faut savoir que ici l'émancipation de la femme en Patagonie, c'est pas encore tout à fait ça. En Argentine, le droit à l'avortement a été autorisé il y a 5 ans seulement. Donc, effectivement, j'entre de plein pied dans une autre manière d'être au monde, mais avec beaucoup, beaucoup de joie. Voilà, et je vous raconterai un peu plus en détail au fil des questions. Ok. Donc en fait, tu étais à La Réunion, tes enfants sont partis, tu t'es retrouvé un peu à tourner en rond, donc tu as eu envie de bouger, et tu es allé au Pérou, et là, tu as testé des plantes. Du coup, tu as testé l'ayahuasca? Oui, j'ai passé 2 semaines dans la forêt à côté de Iquitos, au nord du Pérou, et j'ai fait ce qu'on appelle une diète de plantes. Pendant 2 semaines, tu restes dans ce qu'ils appellent un tumbo. C'est une espèce de petite cabane sans mur, hein, juste avec un toit. T'as un lit, une moustiquaire. Et pendant 2 semaines, tu es là seul dans la jungle. Et 2 fois par semaine, un chaman t'accompagne pour une cérémonie d'ayahuasca. Donc deux cérémonies d'ayahuasca par semaine. Et tous les jours, en plus de ça, on absorbe une plante qui n'est pas psychotrope, une plante avec laquelle on travaille. Donc on travaille à la fois avec l'ayahuasca et avec cette plante qui est désignée par l'ayahuasca. Ça peut être par exemple le lotus, ça peut être la rose, ça peut être... Et on l'absorbe et on travaille avec on va dire, avec son empreinte ou avec son énergie. Ok, et tu vois, moi, ce qui m'intrigue, c'est que tu disais que du coup, tu étais parti de La Réunion parce que tu te sentais pas forcément bien. Et du coup, tu es parti au Pérou prendre des plantes, notamment de l'ayahuasca. Et pourtant, on dit l'ayahuasca, tu vois, il faut vraiment être dans un moment où on est bien dans sa vie, pas quand on n'est pas bien, parce que ça peut être dangereux, on peut rester bloqué. C'était quoi justement, toi, ton expérience par rapport à ça? Et en quoi est-ce que ça t'a aidé? Si ça t'a aidé, et de quelle manière? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment est-ce que le chaman il t'accompagne là-dedans? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont intéressés par ça. On en parle de plus en plus. Bon, forcément, tous ces trucs-là en France, c'est ultra mal vu et les gens sont très fermés d'esprit. Mais dans d'autres cultures, il y a des gens justement qui ont envie de s'intéresser. Et vu que toi, tu l'as vécu et j'ai l'impression que tu l'as vécu dans un cadre très clair, très bien accompagné, je pense que ça peut être hyper intéressant de partager cette expérience en détail, quoi. Ouais, alors merci pour ta question, Alexis, parce qu'effectivement, j'en parle comme ça, mais c'est un sujet qui est effectivement, comme tu le dis,
très tabou et qui est soumis en plus à la législation en France. Hein, effectivement, l'ayahuasca est interdite en France, ce qui n'est pas le cas au Pérou. Elle est tout à fait légale au Pérou. Parce qu'en France, on a cette vision, en fait, l'OMS a classé l'ayahuasca comme drogue. L'ayahuasca n'est pas une drogue, c'est un psychoactif, c'est un produit psychoactif, c'est-à-dire qu'il va modifier. En fait, ce que l'ayahuasca fait, c'est qu'elle coupe, elle anesthésie le cortex frontal, qui nous permet, enfin qui alimente le mental et la pensée rationnelle, pour nous permettre d'accéder à une autre part de nous, à une conscience, on va dire, plus ouverte, qui nous permet, c'est presque un peu la conscience artistique, en tout cas c'est moi comme je l'ai vécu, où la logique est mise de côté et où on peut vraiment entrer dans une autre vision du réel, dans une compréhension pour moi qui m'a paru beaucoup plus profonde à la fois de mes problèmes personnels ou de mes relations personnelles, mais aussi en lien avec le vivant, avec la vie et avec l'existence même. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Et effectivement, comme tu le dis, maintenant, il y a aussi, en même temps que cette interdiction, il y a une grande mode. Tout le monde prend de l'ayahuasca partout. Tout le monde va au Pérou pour prendre de l'ayahuasca. Et il y a énormément de dérives. Énormément. Et en 2 mois et demi au Pérou, j'ai vraiment entendu mille histoires de chamans sur place qui profitent de cette manne parce que ça coûte très cher maintenant. Il y a des lieux vraiment qui coûtent c'est 1000 ou 2000 $ par semaine pour pouvoir faire des diètes. Et donc ça, effectivement, dès qu'il y a cette espèce de désir de l'argent et de pouvoir, hein, parce qu'évidemment, quand on est sous ayahuasca, on est vulnérable au pouvoir du chaman, au pouvoir de l'homme qui nous accompagne. Et du coup, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Toi, tu parles de rester bloqué. Alors, je sais pas si on reste bloqué. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui tombent sous le pouvoir du chaman, qui sont mis en dépendance, on va dire, et qui, en fait, ont besoin d'être avec le chaman tout le temps, de revenir tout le temps, et qui perdent un peu leur libre arbitre. Il y en a qui font de très, très mauvaises expériences, très effrayantes, et qui sont mal accompagnés. Voilà, Tu il y a dis, plusieurs. quand tu dis qu'ils reviennent vers le chaman, c'est-à-dire qu'ils lâchent un peu leur vie pour être tout le temps là-bas au Pérou? Il y a de ça aussi. Alors, Ok. il y en a qui sont destinés à lâcher leur vie pour aller au Pérou, enfin, le destin de chacun. Mais je parle plus de représenter une manne au niveau de l'argent pour les chamans, c'est-à-dire de tout le temps revenir, avoir besoin de tout le temps payer pour pouvoir consommer. Alors, c'est pas une drogue, c'est pas du tout addictif, l'ayahuasca. D'ailleurs, c'est pas agréable à prendre, hein, parce qu'on vomit, parce on a mal au ventre. Enfin, c'est une épreuve de prendre de l'ayahuasca. Hein. C'est vraiment un chemin personnel, un choix de chemin personnel, et il faut le mériter entre guillemets. Donc c'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas quelque chose d'addictif. Ça a rien d'addictif. Mais par contre, on peut être mis sous influence. Voilà, il y a des chamans qui utilisent la plante pour mettre les gens sous influence. Donc il faut bien choisir en fait son contexte. Comme tu le dis, alors je reviens à ta question où tu me dis, toi tu étais pas bien, il paraît qu'il faut être bien pour prendre la plante. Déjà, je suis pas du tout une spécialiste, hein. Moi, j'ai juste ma petite expérience à moi. En fait, ça dépend. Si psychiatriquement on est très 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 fragile et que on est dépendant à d'autres drogues qu'on prend régulièrement, euh, effectivement, il faut faire très attention. De toute façon, il faut toujours faire très attention. Il faut vraiment choisir la personne avec qui on est. Moi, j'ai choisi une femme. En tant que femme, j'ai choisi une femme française qui vit là-bas depuis plus de 10 ans et qui a été formée par un chaman de là-bas et qui est vraiment impeccable dans sa posture d'accompagnatrice. Et pour moi, c'était important d'avoir une femme parce que, ça évite aussi toutes les ambiguïtés sexuelles et je sais qu'il y a aussi des abus à ce niveau-là. Donc, pour moi, je me sentais plus en sécurité par rapport comme ça. Et j'ai eu la chance de tomber, évidemment, c'était de bouche à oreille, hein, donc j'ai été bien conseillée. J'ai pas choisi au hasard quelqu'un comme ça sur Internet. C'est une amie de France qui travaille avec elle au Pérou qui me l'a conseillé. Donc j'ai vraiment fait tout un chemin pour choisir là où j'allais. Et merci de le préciser. Et
dans la période dans laquelle j'étais, bon déjà moi je suis pas sous drogue, j'ai pas de problème de drogue ou de quoi que ce soit, donc j'ai quand même une forme d'assise dans ma vie, mais effectivement j'étais dans une période presque dépressive, on va dire, avec ce où j'ai perdu le goût de vivre. Et quand je dis j'ai perdu le goût de vivre, j'avais un désir de mort. Euh, voilà, qui s'exprimait de manière psychologique, mais j'étais vraiment effectivement pas bien. Et la première nuit d'ayahuasca a été très difficile parce que l'ayahuasca m'a fait vraiment vivre ce désir de mort et elle m'a fait choisir, elle m'a fait rechoisir de vivre. Elle m'a dit, est-ce que tu veux vivre après cette nuit-là? Est-ce que tu veux continuer ta vie? Ou est-ce que tu veux arrêter ta vie et choisir une autre incarnation? Elle me l'a présenté comme ça. Après, ça parle aux gens ou ça parle pas aux gens, mais moi, j'ai Quand tu vraiment dis, eu... quand tu dis elle te l'a présenté, c'est quoi? C'est la chamane qui te parle, c'est des visions que tu as, des choses que tu entends, que tu vois, comment ça se manifeste? Alors, non, la chamane, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est gardienne de l'espace et elle chante des icaros. Des icaros, ce sont des chants qui sont comme des clés magiques qui ouvrent nos consciences à l'ayahuasca ou qui activent l'ayahuasca en nous. Et ensuite, l'expérience, elle est complètement intime, personnelle et intérieure. La chamane ne nous dit rien. C'est nous qui vivons, et c'est différent pour chacun. Il y a beaucoup de visions. Moi, je sais que j'ai beaucoup de visions, beaucoup d'images. Elle me parle, la plante me parle comme si je dialoguais avec quelqu'un. Ça se fait aussi beaucoup sous forme d'impression, d'émotion, de sensations corporelles. En fait, c'est comme si la plante utilisait tous les moyens de la conscience pour communiquer avec nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, à un moment donné, en fait, elle m'a fait vivre l'illusion d'être morte, d'avoir ce corps mort. J'avais plus de corps, je pouvais plus utiliser mon corps. Ça m'a mis dans une très grande terreur. Et à un moment donné, elle m'a dit, tu peux choisir de mourir si tu veux pas continuer, tu peux choisir de mourir et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ton choix maintenant. Et j'ai passé la nuit, une cérémonie d'ayahuasca, c'est 4 ou 5 heures. Donc j'ai passé 4 ou 5 heures dans cette espèce de terreur d'être morte et de devoir choisir. C'est pas rationnel, c'est très difficile à expliquer évidemment parce que ça se fait à des niveaux de conscience au-delà du mental. Oui. Mais le résultat, c'est qu'au bout de cette nuit, j'ai choisi. C'est-à-dire qu'elle m'a redonné le pouvoir sur ma vie. Elle m'a donné le pouvoir de choisir ma vie, de choisir de vivre et de non plus la subir. Et ça, pour moi, ça a été ça, je pense, le grand déclic. Et quand je suis revenue dans mon corps, j'ai mis 1 heure à revenir dans mon corps et à pouvoir de nouveau utiliser mes mains, à de nouveau savoir comment boire, comment ouvrir une fermeture éclair. J'avais oublié comment utiliser mon corps, j'avais presque oublié mon histoire, que j'avais des enfants. Et c'est comme si je renaissais. C'était vraiment une renaissance, redécouvrir la merveille d'être dans un corps, d'être en vie. Et ensuite, j'ai eu 3 autres cérémonies qui ont été aussi très initiatiques beaucoup plus dans l'enseignement par rapport à des relations, aux relations avec mes parents, avec mes enfants, avec mon ex-conjoint, ça m'a donné beaucoup d'explications là-dessus. Et puis toujours, parce que je pense qu'en tout cas pour moi, le grand message pour moi de l'ayahuasca, c'est que tout est amour et qu'on vit dans un bain de vie et que l'essence de la vie, c'est l'amour. Et vraiment, elle te fait sentir ça, elle te fait vivre ça dans ta chair, dans ton corps, avec des visions, elle te le fait sentir et tu peux que revenir avec en tout cas moi, ça m'a fait revenir avec ce désir de vivre et cette capacité à chaque instant à me connecter à cette puissance de vie, cette puissance d'amour. Je pense que c'est ça qui me reste de mon expérience avec l'ayahuasca, cette capacité décuplée de sentir l'amour et le vivant là à l'instant même, de plus avoir besoin de le chercher, je sais pas, dans l'argent, dans la gloire, dans le fait d'obtenir des choses, simplement être là et baigner dans cet amour-là, ici et maintenant. Ça a été le grand enseignement des plantes. Et est-ce Du que coup, tu dis, Sandra, au travers, puisque c'était juste avant que tu arrives en Patagonie,
Est-ce que cette plante, ce voyage t'a amené avec ce vivant que je trouve que les chevaux représentent très très bien et cet amour infini et aujourd'hui, c'est ce que, pour avoir été avec toi, c'est ce que tu vis pleinement. Moi, je te vois vraiment rayonner ça. Je t'ai vu rayonner ça, rayonner cet amour-là. Est-ce que pour toi, cette plante, ce voyage a été vraiment un voyage initiatique pour ce que tu vis aujourd'hui? Je pense vraiment qu'il m'a préparée à être disponible à ce que la vie peut offrir. Et ce que je trouve extraordinaire, moi-même, je ne reviens pas de ce que j'ai vécu. Mais le fait que de m'ouvrir, d'avoir une ouverture de cœur comme ça, de pouvoir reconnecter cette mémoire de cette petite fille qui rêvait de grands espaces, j'avais que ça, j'avais que cet élan-là, cet élan d'aller vivre mon rêve profond. Et j'ai vraiment l'intuition que les rêves profonds, on les trouve dans notre enfance, que notre enfance, elle est porteuse de ça, elle est porteuse de notre moteur de vie, de notre élan de vie. Et je pense que les plantes m'ont permis de reconnecter cet élan de vie qui est pur amour. De notre élan de vie, c'est l'amour, c'est ça qui nous donne envie d'être vivant. Et le fait d'avoir pu reconnecter cet élan-là, de se souvenir, me souvenir de ça et d'y répondre, parce qu'il y a le mental qui est revenu au galop, hein, parce que c'est 3 000 € une chevauchée de 10 jours en Patagonie. 3 000 €, c'est beaucoup. Et je me suis dit, attends, tu vas prendre un billet d'avion pour aller en Patagonie, pour dépenser 3 000 € pour 10 jours de cheval que tu pourrais faire en France. Est-ce que vraiment c'est rationnel? Non, c'est pas rationnel du tout. Et j'ai ma petite fille qui me disait, mais si, mais mets ça de côté et vas-y. Mm. Et j'y suis allée. Et ce que je rencontre ici, c'est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Parce que, de nouveau, mon mental avait fomenté un espèce de désir de continuer mon chemin spirituel auprès de chamans. Et puis après, je voulais aller en Inde, dans l'Himalaya, retourner auprès de maîtres indiens qui m'apprendraient dans une grotte au fin fond de l'Himalaya à méditer, à faire des pranayamas et tout ça. Dans mes fantasmes, j'avais vraiment cette idée de la suite de ma vie. Je voulais plus du tout avoir d'homme parce que j'ai vécu un très grand drame amoureux et je voulais plus du tout, mais plus du tout être en relation avec un homme. Donc j'avais un peu cette espèce de destinée, de chercheuse spirituelle. Et c'est ce que je voulais. Et en fait, en ouvrant mon cœur et en mettant de côté tout ce que je voulais, j'ai pris de plein fouet, mais de plein fouet dans le visage, ce que la vie avait fomenté pour moi et non plus mon mental. C'est la vie qui m'a en fait proposé cette vie-là au fin fond des steppes, dans la Patagonie profonde, avec des gauchos qui n'ont jamais entendu le mot méditation ou développement personnel de leur vie, mon chéri non plus, mais qui en fait ont un rapport au silence, à l'espace et à la solitude, qui par bien des aspects, en tout cas, vient résonner avec ce que moi avec ce silence qui me parle et qui résonne et que je recherche d'une certaine manière. Et je pense que j'apprends beaucoup plus en étant ici, en ne faisant plus de yoga, parce que j'ai plus le temps de faire de yoga, et en étant auprès des chevaux et auprès et dans cette vastitude, dans ce silence. Je pense que c'est là que, en tout cas maintenant, j'apprends à être en vie différemment que tout ce que j'ai vécu avant. C'est un changement radical. Oui, il y a des trucs sur lesquels, en fait, c'est hyper intéressant à t'en partager. Plein de questions qui me viennent. Moi, alors, je comprends et tout les métaphores, mais j'ai un peu de mal à me représenter. Par exemple, tu disais que ça t'avait vraiment aidé sur tes problèmes perso, du coup, cette plante et tout. Mais comment est-ce que concrètement ça t'a aidé? Est-ce que c'est parce que, vu que tu avais pu, parce que préfrontal, tout ça, c'est frontal ou préfrontal, je sais plus. Frontal? C'est frontal, le cortex Préfrontal. frontal. Ouais. Ok. Donc ça c'est aussi ce qui va gérer ton ego, j'imagine. Ok. Et du coup, en fait, ça te permet de réfléchir à certains sujets, certains problèmes sans ton ego. Et du coup, c'est ça qui t'apporte les réponses. Et
par exemple, quel genre de réponse tu as pu avoir? Ah, peut-être tu n'as peut-être pas envie d'en parler ou tu peux peut-être mentir ou changer si tu veux, mais essayer d'expliquer aux gens concrètement ça change quoi dans la réflexion quand tu as plus cet ego et ce cortex préfrontal qui est activé en fait, ou qui est désactivé du coup. Ouais, merci pour ta question, elle est vraiment intéressante parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vécu, c'est que on arrête de réfléchir. C'est ça qui est assez déstabilisant. C'est que dans ma vie, moi, j'avais l'habitude de prévoir mon futur, d'anticiper, de faire des projets. C'est comme ça que j'ai appris à vivre. C'est même quand on va voir un coach, hein, c'est ce qu'il te dit. Et on fait des projets et on fait, on construit des étapes de réflexion logiques pour arriver au résultat qu'on a souhaité. Moi, ce que ça m'a éveillé comme état d'être, c'est ne plus vouloir quoi que ce soit. Et ça, c'est pour le mental, c'est très compliqué parce que le mental, il veut toujours quelque chose. L'ego, il veut toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que ça le rassure. Ça rassure de faire des projets, ça le rassure d'avoir des buts, ça le rassure d'avoir une retraite. Je dis pas qu'il faut pas en avoir, hein. Mais moi, dans ce changement de vie, ce qui m'a permis vraiment d'accueillir ce que la vie voulait me proposer, c'est de plus avoir de projet. C'est d'être comme un vase ouvert à ce que la vie me proposait. Si moi j'ai des projets et que je balance ça à la vie, je peux plus dialoguer avec la vie parce que je veux quelque chose, j'impose quelque chose. C'est très occidental, hein, cette volonté de conquête, d'imposer, de vouloir, de réussir par soi-même, etc. On est éduqué comme ça. Moi, l'expérience que tout ça m'a fait vivre, que les plantes m'ont fait vivre, mais qui a été préparée aussi par 25 ans de yoga avant, hein, c'est cette espèce de grande ouverture à la vie, à cette espèce d'attitude de je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi en fait. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. Mais par contre, je suis ouverte à ce qu'il y a de plus grand. Je suis ouverte à ce que la vie veut m'apporter. Et en fait, la vie m'a amené ce dont je n'osais même pas rêver, c'est-à-dire une vie avec les chevaux. C'est vraiment mon rêve. Quand j'avais 15 ans, je voulais être prof d'équitation ou vétérinaire. Et tous les adultes autour de moi me disaient non, travailler dans les chevaux, il n'y a pas d'avenir. Donc tu vas faire des études. J'ai fait sciences politiques. En fait, j'ai jamais utilisé ces études-là, mais j'ai fait sciences politiques pour satisfaire les adultes autour de moi qui me disaient que la vie avec les chevaux, c'était pas une vie convenable. C'était pas une vie où on pouvait gagner de l'argent. Donc en fait, à l'âge de 20 ans, j'ai arrêté tout contact avec les chevaux, j'ai arrêté de monter à cheval, j'en ai souffert pendant 10 ans. J'ai découvert le yoga, j'ai eu ma vie de famille et ma vie de professeur de yoga, mais j'ai toujours eu ce manque-là et j'avais fait le deuil, j'avais fait une croix dessus. Je m'étais dit, il y avait une part de moi qui s'était dit, ça c'est pas pour moi, les chevaux c'est pas pour moi. J'aime ça, c'est quelque chose qui me remplit, mais c'est pas pour moi parce que c'est trop cher, parce que je peux pas. Voilà, on m'avait cassé mes rêves d'une certaine manière, pas à mal, mais on m'avait cassé mes rêves. Et du coup, le fait de m'ouvrir, d'arrêter de projeter des projets, de vouloir, je sais pas, à l'époque, je voulais faire des stages de yoga encore plus, encore plus, encore plus, me continuer à faire du yoga. Eh ben, ça a ouvert une porte. Et aujourd'hui, je me retrouve à vivre. J'ai 20 chevaux à moi. Mon rêve de petite fille, c'était d'avoir un cheval. J'ai jamais eu de cheval. Et aujourd'hui, j'ai 20 chevaux là devant qui m'attendent et, et avec qui je suis toute la journée et qui m'apprennent à parler leur langage. Et, et je baigne vraiment. Je sais pas si ça va durer parce que la vie est éphémère, mais chaque jour, quand je sors de ma maison et que je vais voir mes chevaux, ou même quand je me lève à côté de mon amoureux, je baigne vraiment dans la gratitude et je le fais consciemment. Consciemment, je goûte vraiment cet amour de vivre, cette gratitude que j'ai et cet émerveillement d'être dans un rêve. Je vis dans un rêve, dans un lieu magnifique avec des chevaux, ce qui est le rêve de ma vie. Ouais, enfin, j'en rajoute, j'en fais des caisses, hein, mais vraiment, pour Non, moi, c'est hallucinant. non, t'en fais pas des caisses. Étant donné que j'y étais, tu m'as accueilli, vous m'avez accueilli tous les deux. On a Et, vu.
et je ne pouvais pas, tu as bien vu toute l'émotion, je n'arrivais pas à partir. C'était Ouais. compliqué. Et je vais revenir. Donc, mais tu sais, quand tu parlais, est-ce que tu parlais du yoga, mais il y a différents types de yoga. Alors déjà, est-ce que tu pourrais dire que ton yoga, c'est aussi une préparation, puisque en faisant moi aussi, mais c'est une préparation à un certain type de yoga, puisque tu le préparais au niveau du féminin, de la femme. Il y a une notion de réceptivité. Tu as aussi, moi, pour moi, est-ce que tu pourrais développer cette notion aussi ou d'accueil? Mm. Alors aussi, merci de poser cette question parce qu'effectivement, les plantes sont pas à elles seules le déclencheur de tout ça. J'ai 25 ans de yoga et de méditation avant ça et je pense que ça a préparé aussi mon voyage avec les plantes. Et c'est un yoga, j'ai commencé avec, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie en yoga parce que c'est assez spécifique, mais j'ai étudié beaucoup de formes de yoga jusqu'à vraiment l'intégrer de manière très intime et jusqu'à aller dans une branche du yoga très particulière qui s'appelle le shivaïsme tantrique du Cachemire, qui est une voie qu'on appelle non duelle. Donc ça, c'est un peu des gros mots que je dis, excusez-moi, mais c'est une voie qui justement ouvre à cet aspect qu'on appelle l'aspect féminin, qui est cet aspect de disponibilité, de réceptivité à la vie. Donc c'est un mouvement avec le corps qui est plus comme ça, on ouvre pour recevoir, plutôt que cet aspect masculin avec lequel on a été éduqué, hein, qui est plus de pénétrer la matière, de pénétrer la vie, justement en projetant des conquêtes, des projets, des choses à accomplir, cet ego qui veut toujours s'accomplir, qui veut toujours être le plus beau, le plus fort, le plus connu. Donc ça, c'est un aspect très masculin qui est nécessaire aussi, mais qui a pris toute la place aujourd'hui dans nos vies et dans notre société, et même vraiment dans nos conditionnements profonds. Et j'ai appris, en tout cas avec ce yoga qui m'a été enseigné et ensuite que j'ai développé à ma manière, hein, ce yoga de l'utérus, ce yoga qui donne la place à à cet aspect en nous qui s'ouvre et qui reçoit. Évidemment que ça aussi, et je le vois aujourd'hui avec les chevaux, parce que le fait, avec les chevaux aussi, on a soit une manière de les conquérir et de les dominer. C'est la manière, moi, que j'ai appris quand j'étais dans un club d'équitation. Hein. C'était vraiment se faire obéir du cheval, le dominer, monter dessus, lui demander des choses pour notre propre plaisir. Et je pense que ces 25 années de yoga et de méditation m'ont appris à être au monde et à être dans la relation à l'autre de manière différente. Et je le concrétise aujourd'hui avec les chevaux, dans cette relation au cheval où plutôt que de vouloir imposer quelque chose, je m'ouvre pour apprendre d'eux, pour apprendre leur langage intime, pour apprendre leur sensibilité et et cette capacité qu'ils ont à être dans un état de conscience très ouvert, cet état de conscience de la proie qui est toujours dans un état de tranquillité, mais en même temps de pleine conscience de tout ce qui se passe autour, parce qu'ils doivent évidemment tout le temps voir s'il y a un puma à l'horizon. Hein. Ici, dans les steppes, c'est le puma qui est le prédateur principal. Et, et le fait de soi-même être dans cet état-là d'espèce de pleine conscience ouverte à tout, aux sensations corporelles, au vent, au soleil, au son, et en même temps de grande tranquillité, ça c'est le yoga qui m'a appris ça, et ben, c'est un état qui est très très similaire à l'état équin, en tout cas de ce que je peux vivre en ce moment ici, de ce qui m'apprennent ici. Donc il y a en même temps effectivement toute cette continuité, même si au niveau vraiment de ma vie de tous les jours, c'est complètement différent. J'ai une vie totalement presque opposée à ce que je vivais avant. Euh, et ben il y a une continuité, une logique dans mon vécu intime et personnel. T'as parlé d'amour. Ça, en fait, il y a un truc qui m'a vraiment intrigué tout à l'heure. Tu as dit qu'aujourd'hui, depuis cette expérience, tu arrives à te connecter à l'amour et avant, c'était pas le cas. Si, admettons, genre là maintenant, je te dis connecte-toi à l'amour, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le process? Oh, j'adore tes questions, Alexis. Ah ouais, il est super, Alexis. C'est pour ça que j'adore.
Alors, en fait, ce qui est difficile à expliquer, c'est que c'est pas une volonté. C'est plutôt dans mon corps ce que ça fait ça. Et en fait, il y a rien qui se passe. C'est comme si je me posais dans mon bassin, s'il faut dire quelque chose. Je m'assieds dans mon bassin et à cet instant, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à désirer parce que tout est là. Et il y a une espèce, au niveau de la conscience, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui englobe tout. Et je vois à la fois la lumière qui devient plus vive, il y a les sons qui sont là et il n'y a plus rien à rejeter. Dans cet instant-là, tout est parfait. Il n'y a rien à rejeter. Qu'il y ait un son de musique ou un son de moto ou de tronçonneuse ou d'oiseau, tout ce qui est là est bienvenu à cet instant. Et ça amène un sentiment d'entièreté, de plénitude, de tranquillité et dans le corps, de relaxation profonde. Et tu vois, ce matin, je me suis levée et en ce moment, mon premier acte du matin, c'est d'aller donner la tétée à Rebecca, qui est un petit veau femelle de 2 mois qui a perdu sa maman et que voilà, c'est moi sa nouvelle maman. Et je fais ça, la première chose le matin, je fais ça. Je me pose avec elle, je regarde ses yeux qui sont magnifiques, qui prennent tout l'espace. Et il n'y a rien d'autre, il y a juste ça, le son de sa tétée, son odeur. Et ensuite, je vais passer un temps dans le choral, dans un rond de longe, hein, enfin dans un choral, avec un des chevaux des gauchos que je dois dresser, un cheval de 3 ans qui a passé sa vie dans la nature sauvage, donc qui est sauvage, qui connaît pas les humains. Et, et en fait, mon rôle, c'est de le dresser et de l'apprivoiser, de le dresser. Et quand j'entre dans le choral, je vois cette tendance que j'ai, parce que c'est mon conditionnement, à aller vers lui pour obtenir quelque chose de lui, pour lui imposer quelque chose. Et à ce moment-là, je fais pour en revenir à ta question, à ce moment-là, je fais un pas, c'est pas que je fais un pas en arrière, mais je reviens dans mon dos et dans mon bassin. Je fais ce mouvement-là. Hop, plutôt que de vouloir aller sur lui et de tout projeter à l'avant, je reviens en arrière. Je m'assieds dans mon dos, je m'appuie contre mon dos, je le regarde et je vois toute sa beauté. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour qui se goûte. C'est même pas moi qui goûte quelque chose, c'est juste, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour qui naît. Je ne sais pas si ça naît dans le cheval, dans moi ou dans ce qui est là, mais voilà, il y a un nouveau parfum, comme le parfum d'une rose, qui est là. Mais parce que je prends ce temps de reculer et de me déposer en moi, d'une Moi, certaine en fait, manière. Je sais pas, est-ce que ça fait sens pour toi, en Alexis? fait, moi, je le vois vraiment en mode beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire, ah ok, j'arrive avec les chevaux, il y a le pattern de contrôle qui arrive, je capte qu'il y a ce pattern qui est là, et déjà j'en prends conscience, et ensuite je reviens dans mon corps pour lâcher le mental. En fait, ce qui se passe, c'est que surtout, ça me fait vraiment penser à quand tu disais tout à l'heure l'expérience où tu n'as plus d'objectif de projet, bah en fait là c'est comme si tu te disais, bon, c'est pas grave pour l'objectif aujourd'hui, juste je suis contente d'être là. Et, et je comprends ces choses-là et tout en théorie, mais dans mon monde, c'est tellement genre irréel. En fait, je me dis, en fait, quand j'entends ça, tu vois, mon ego il est en train de dire, ouais, mais si à chaque fois que tu as un truc et tout, tu reviens dans ton corps, au final, t'es juste le mec qui regarde et qui a pas de résultat, quoi. Je veux dire, Ouais. t'es le même gars qui est au parc et qui regarde les arbres, tu vois. Après, peut-être que le mec au parc qui regarde les arbres et qui a pas de projet est peut-être plus heureux que moi, tu vois, je sais pas, mais c'est ouais, c'est hyper intéressant ce côté lâcher prise, lâcher le mental, en fait, sur tout ça. Et moi, je me rends compte que j'y suis beaucoup, 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 tu vois. Ouais, est-ce que je peux intervenir? Parce que je me permets, parce que je connais Alexis, c'est quand même lui qui a été, tu m'as coaché, et c'est quand même toi qui nous apprends ça. Et alors, je sais que tu utilises, je me permets, Alexis, tu utilises tes termes qui te permettent de, peut-être, et c'est dans ton monde, c'est ton filtre,
où tu es là à aller chercher encore dans ce côté cartésien, mais tu as été le premier et tu continues. Et je vois bien ce que tu divulgues sur les réseaux, cette notion de posture intérieure, mais dans le calme et le silence, de cette réceptivité. Je sais que souvent on te le dit, mais tu as ce côté féminin en toi. Tu l'as. Ouais, mais Et ce que que avec les décrit, chevaux, c'est facile. c'est Moi, je ça. trouve que c'est facile avec les chevaux. C'est jamais eu trop. Enfin, il y a des moments, je peux avoir de l'ego et tout en séance, bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est facile avec les chevaux. Et je dis pas ça pour faire le mec trop fort qui a tout compris. Je trouve que c'est vraiment facile. Pas dans la vraie vie, en dehors d'une séance avec un cheval, c'est extrêmement dur. Genre, Ah, extrêmement, ok. extrêmement C'est dans dur. la vie après de tout. Ok, d'accord. Là, par rapport, mais oui, on a chacun. Ok, voilà. Mais c'était ça, parce que moi, tout ce qu'a décrit Sandra, avec son filtre, avec ses mots, avec son monde, avec aussi tout ce qu'elle connaît du corps et de ce que je vais parler, moi, de ce qu'on utilise aussi en théorie polyvagale, c'est vraiment rentrer dans cet état ventral, être dans un état vraiment de décontraction et d'accueil sans il faut pas rejeter après tout ce qui va se passer, où il va falloir interagir, il va falloir peut-être se mettre, voilà, là ce que j'apprends aussi et ce que je vois, mais peu importe, mais ce que je trouvais très beau ce que tu décrivais, Sandra, et c'est exactement pour moi le chemin sur lequel tu nous amènes aussi, Alexis, avec d'autres mots. Je pense que la raison pour laquelle j'arrive avec les chevaux, c'est qu'en fait, avec les chevaux, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans le sens, voilà, moi, les chevaux que je travaille, je les travaille pour moi ou pour des gens, mais c'est pas, il n'y a pas de contrat où je dois performer et tout derrière, tu vois, donc il y a ça aussi qui est plus Hmm. facile. Mais je veux dire, quand tu es avec un cheval et tout, tu peux être présent et rien avoir à prouver, etc. Mais dans le monde réel, c'est pas vrai, tu vois. Genre, si demain, moi, j'aimerais vraiment coacher plus tard des gens sur leur posture intérieure à un très haut niveau, vraiment, on parle du CSI 3 4 5 étoiles, ce serait vraiment très long terme, j'aimerais coacher ce genre de personnes sur leur posture intérieure. Mais enfin, si t'as pas de résultat, t'es un guignol, tu vois. On s'en fout que tu sois présent. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ce truc-là aussi, je me dis, ouais, c'est bien, mais c'est pas... Enfin, il y a dans le monde réel, dans le réel, au-delà d'être présent de ça, dans le monde réel, en fait, on te juge sur tes résultats. Si t'es bon, t'es bon. Si t'es pas bon, t'es sur le banc, comme dirait Mbappé, tu vois. Mais c'est réel, on te juge vraiment sur le résultat. Et c'est pour ça que moi, je me dis, ok, c'est bien d'être aligné, c'est bien d'être dans l'amour. Mais au final, ça, le monde s'en fout. Tu vois, genre, c'est ce qu'il faut, c'est si t'es bon, t'es bon. Si t'es pas bon, t'es pas bon. Donc, et avec les chevaux, t'as moins ce truc-là. Genre, si t'es pas bon, c'est pas grave, tu recommences demain. Tu vois, dans la vraie vie, c'est pas. Si t'es pas bon, bah t'es juste vu comme le mec qui est pas bon, tu vois. On va pas te dire essaye demain. Alors, j'entends vraiment tout ce que tu dis et merci de résumer comme ça. Moi, j'ai aucune théorie. Ce que je décris, c'est uniquement ce que je vis. Et justement, peut-être que le jeu, en tout cas, ce que j'ai appris de la vie, mon expérience avec les plantes et autres, c'est que la vie est un jeu en Mm. fait, et que rien n'est grave et que rien n'est important, mais nous, on se prend au sérieux. Et nous, on croit qu'on doit donner des résultats pour gagner un salaire, pour gagner de la reconnaissance, pour gagner du prestige. En fait, on est dans une grande illusion où on joue des rôles, mais on croit, c'est comme un acteur au théâtre qui jouerait Cyrano de Bergerac et qui croirait vraiment qu'il est Cyrano de Bergerac, qui à aucun moment ne peut revenir à qui il est vraiment à lui-même. Et et moi, je me vois toute ma vie, et notamment en tant que professeur de yoga, quand justement j'avais des grands stages avec 40 personnes, et j'arrivais, pendant une semaine, il fallait que je gère ces gens et que je leur en donne pour leur argent, et qu'il fallait que je présente une image avec tous mes bijoux, avec mes leggings, avec mes trucs, il fallait que je présente une image d'une prof de yoga qui a atteint un certain niveau. Et maintenant, quand je regarde ça, avec du recul, je me dis, mais quel cirque! Et moi, j'y croyais. Pour moi, Mm. je me mettais une pression quand j'arrivais, mais une pression. Et ben, parce que les gens payaient beaucoup d'argent, et il fallait, et je voulais arriver à un très haut niveau.
Et en fait, on se met la pression tout seul. Quand tu dis, mais les gens, ils te jugent pour tes résultats. Mais qui te juge? Est-ce que c'est les gens ou est-ce que c'est toi? En fait, qui te juge pour tes résultats? Et tu sais, établir un contrat avec un grand homme d'affaires, avec le PDG de Canal+, pour qu'il soit plus efficace et puis moins stressé dans sa vie en tant que coach, ou signer un contrat avec un propriétaire de cheval qui veut absolument que tu lui dresses son cheval, son étalon qui pète dans tous les sens, qui est hyper dangereux en un mois, ben en fait, la pression que tu as, c'est uniquement la pression que tu te mets. Et quand je te parle de cette attitude d'arriver dans le paddock devant ce cheval, toi imagine que tu arrives dans ton bureau devant cet homme, cet entrepreneur hyper plus que tout le monde admire. Eh ben, comme tu le dis, ce qui est rigolo, c'est de se regarder. C'est de se regarder, se mettre la pression et vouloir obtenir un résultat. Et c'est pas parce que tu veux obtenir un résultat que tu vas obtenir le résultat. Au contraire, parce que quand on veut obtenir un résultat, moi, ce que je vois sur moi, c'est que ça me met dans un état de tension comme ça. Et ça active mon système nerveux et du coup, je transmets ça autour de moi, à mon client, à mon cheval, peu importe à qui. Alors Parce que que quand tu es dans le manque, tu bascules dans le manque, dans le désir contracté, donc tu es dans une espèce de manque. Mais ça, en théorie, tu vois, c'est trop bien ce truc de il faut vouloir le résultat, mais il faut être détaché du résultat. Genre, en théorie, ça sonne ultra bien, mais en vrai, enfin, moi, j'arrive pas, tu vois, honnêtement, à le faire. et je le Moi, comprends. moi, dans mes séances avec les chevaux, je me dis des Oui. trucs, des fois, genre quand ça marche pas, je me dis, genre hier à 15h, je faisais un truc avec un cheval, ça marchait pas. Je me dis, je m'en bats les couilles. S'il faut que je sois sur le terrain jusque minuit dans le noir, je serai sur le terrain jusque minuit dans le noir. Ça n'arrive jamais parce que j'arrive toujours plus tôt. Mais je m'auto-convainc que s'il faut aller au bout, il faut y aller. Si je lâche le contrôle ou quoi, ou enfin, c'est même pas du contrôle, mais si je lâche ce truc, je vais me dire, bah, je vais abandonner et demain, je vais recommencer dans tous les cas. Donc, autant aller au bout de l'idée. Donc, je comprends de ouf cette idée de, et parce que je l'ai vécu aussi des moments où genre tu lâches un peu ce désir et Finalement, ça la marche, surprise. mais j'arrive pas à le faire. J'arrive pas encore à le faire du moins. Ah, mais tu sais très bien coacher les gens au travers de. Ce que tu décris, pour toi, tu te challenges et tu te juges. Je reviens un peu qui te juge et est-ce que c'est les autres. Alors que quand c'est pour nous, où tu vas nous accompagner, à ce moment-là, t'es pas du tout là-dedans. Ouais. C'est Moi, marrant, hein. ce que je vis, c'est que je fais des allers-retours. J'ai des moments où Hum, voilà, bah, je suis dans cette espèce d'habitude hum, de vouloir, de m'agripper, machin. Et il y a des moments, et c'est pour ça que j'essaye de décrire mon expérience en termes de sensations corporelles. Parce que hum, fonctionner avec sa tête, c'est-à-dire vouloir lâcher prise, se dire, hum, OK, je m'en bats les couilles, en fait, ça ne marche pas. En tout cas, pour moi, ça marche pas. Moi, ce qui marche, c'est juste, mais même, faites-le là maintenant. S'asseoir dans son bassin. Juste s'asseoir dans son bassin, sentir sa colonne vertébrale comme si on s'appuyait contre sa colonne vertébrale, relâcher le ventre. Juste ça. Et il n'y a rien d'autre. Et une fois qu'on est là-dedans, à partir de ça, revenir dans l'action. Évidemment que mon cheval, à un moment donné, il va falloir que je pose une action ou que je réponde à une de ces actions et qu'on entre dans un dialogue, il y a quelque chose qui se fait. Mais c'est à partir d'où que ça se fait? À partir de mon bassin, de mon corps, de mon ressenti, de cette tranquillité-là, ou à partir de ma tête qui veut lâcher prise, qui veut s'en battre les couilles, qui veut quelque chose et qui est tout le temps dans cette espèce de dualité. Et pour moi, sortir de cette espèce d'enfer-là, c'est juste être dans le corps. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté avec le yoga et c'est ce que les chevaux m'apprennent dès que je reviens dans le corps. Et je pense que ce qui fonctionne avec les chevaux, en fait, c'est une métaphore qui peut s'appliquer à tout, qui peut s'appliquer à un patron d'entreprise, à un coach, à un prof de yoga, à un boulanger, à n'importe qui. Juste de revenir quelques instants là dans le corps, dans la respiration. Je dis pas que c'est la clé de tout, mais c'est la clé de tout, Sandra. Parce que, alors, vraiment, en plus, c'est toi qui m'y as amené entre toi et Alexis, puisque là, je suis, moi, une formation de la théorie polyvagale. Je me permets, au travers du Ludovic Leroux et au travers des travaux de Stéphane Borghese
et aussi mais ça c'est pour les traumas, donc je reviendrai. Mais là c'est vraiment ce que tu dis, ce que j'avais besoin moi aussi de décrire pour comprendre au niveau de mon mental. Donc je comprends très bien entre Alexis et toi, où cette notion où on dit très bien, c'est d'abord notre corps, c'est 80% d'informations qu'il envoie à notre cerveau. Et c'est pas l'inverse. Le cerveau, c'est que 20% par rapport à notre corps. Donc, si on veut toutes ces nerfs vagues, ça part de notre corps. Et c'est en décontractant ce corps qu'on envoie quelque chose qui va co-réguler et qui nous permet, comme tu l'as très bien dit, Sandra, c'est qu'à un moment donné, ou comme tu le dis, Alexis, avec tes mots et tout, c'est qu'à un moment, c'est ton sympathique qui va, à un moment donné, aller dans le mouvement. Mais tout ça peut se conscientiser si on se regarde, si on prend conscience, on fait un pas de côté et qu'on regarde son corps et qu'on observe son corps. Et c'est notre corps qui définit tout. Et c'est à nous de l'utiliser pour pouvoir, avec différents outils, mais ces outils-là nous permettent de nous co-réguler déjà, de rentrer en lien. C'est ce nerf vague qui nous dit exactement ce que tu nous as fait comme démonstration, Sandra. Et c'est génial parce que c'est ça. Et t'envoies l'information à ton cerveau, accueille, tout va bien, t'es en Et là, j'ai sécurité. l'impression, cette discussion elle me fait trop penser à un podcast, une interview que j'ai vu hier, je l'ai pas totalement fini, mais vous devez connaître, c'est Tony Robbins, Anthony Robbins, Oui, bah oui, Tony et Robbins. Alex Hormozy. Et en gros, ils font un podcast. Bon, les deux sont milliardaires. Hormozy, je crois qu'il l'est aussi. Et ils parlent tout ça. Et en fait, il y a un moment, c'est hyper intéressant parce que il y a Tony Robbins qui est là, qui dit moi ce qui me rend en gros. Alors, je n'ai pas forcément tout compris parce que voilà, faut que ça traduise. Mais en gros, il était dans cette idée de voilà, moi, ce qui me rend heureux, c'est d'être présent, c'est d'être là dans mon corps, etc. Et il y a Hormozy. Et je me suis dit, ah putain, en fait, moi, je suis comme Alex. Et il est là, il dit, mais. En fait, non, moi, c'est douleur, douleur pour obtenir ce que je veux. Après, je suis content et je continue. Et le fait d'avoir un sens, d'avoir un objectif, je continue, je continue. Et Anthony Robbins, c'est là, limite, il rigole et il lui dit, ouais, mais tu vois, t'es dans cette boucle-là et de je dois souffrir pour obtenir alors que tu peux. Et tu vois, il explique ça et tu vois, Alex, c'est là, il comprend en théorie, mais il comprend pas vraiment. Et en fait, là, je me sens vraiment un peu dans le même. C'est un peu la même situation où genre, je comprends de ouf ce que vous dites en théorie, mais en pratique, je me dis, c'est quoi ce truc de sorcier, quoi? Genre, j'arrive pas Ah à oui, En fait, bah c'est ça, je trop t'avais relatable, oublié de te tu vois? dire, hein. Il y a une Ouais. sorcière, hein, c'est une sorcière aussi, hein, on est deux là. On est au pays des sorcières. Mon chéri, il m'appelle mi bruja. Bruja, c'est sorcière en espagnol. Non, ce que je comprends, mais tellement, tellement ta position. Et Alexis, merci, je trouve tellement beau en plus que Oui, pour moi, tu vois, là, dans cette attitude-là de te regarder et de voir, ouais, je comprends intellectuellement, mais vraiment, il y a un truc, ça me parle pas et j'y suis pas, eh ben, en fait, tu y es déjà. Quand tu es dans cette observation-là, tu as pris une distance avec toi-même, avec cette part de toi qui est en lutte, et tu plus en lutte. Tu y es déjà, en fait. Tu es déjà dans cette tranquillité-là. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la pratique, c'est-à-dire que le fait de s'asseoir dans son bassin, sentir sa respiration oui, ouais. et revenir en soi, c'est pas facile du tout, hein, parce qu'on n'a jamais appris ça. En fait, dans notre société, on n'est pas dans notre corps. On sait même pas, on n'arrive même pas à sentir ses psoas, ses organes internes. Il y en a même qui n'arrivent pas à respirer. La majeure partie des gens n'arrivent pas à respirer. Donc en fait, quand on dit pour pouvoir couper le mental, en tout cas pour ne plus être assujetti au mental, on revient dans le corps, ça paraît tout facile. En théorie, on comprend. Mais c'est clair que on peut pas l'appliquer parce que ça s'apprend au fil des années, au fil des semaines, des mois. Moi, tous les jours, pendant 25 ans, je me suis déroulé mon tapis de yoga et je suis allée visiter mon corps. J'ai appris à respirer, j'ai appris. Et je pense que tout ça, ça a permis aujourd'hui que quand j'entre dans le corral de mon cheval ou quand je me sens tendue, hop, je fais ça, je fais ce mouvement-là, je respire et ça s'ouvre. Et peut-être que ça le fait pas pour toi parce que t'as pas fait 25 ans de yoga ou peut-être il y a quelque chose qui
Ah, ça le qui fait, reste mais en... que avec les chevaux, en fait. Parce que ce que je dis vraiment avec les chevaux, c'est facile. Genre, je trouve vraiment pas Ah, ça dur. avec les chevaux. Tu le sens avec les chevaux, cet état-là? Ben, en fait, juste, je me rends compte, ben, mais c'est pas autant comme toi où je me dis, je fais un pas de recul et je me rends compte, ok, là, ça sert à rien, je suis tendu, j'ai une attitude de merde, ça peut pas marcher. Donc, tant que j'ai cette attitude-là, ça sert à rien. Et donc, j'ai plusieurs solutions. Arrêter. Donc, juste m'arrêter et revenir sur ma respiration. Aller voir un autre cheval qui est plus posé et qui va me faire redescendre aussi, tu vois, gratter sur ça ou bah, me rendre compte, est-ce que là je fais un point de non-retour où il faut que j'arrête la séance, et parfois c'est le cas, j'arrête, ou alors je me dis, ok, je peux gérer et j'essaye, ou je vais essayer de par exemple, je vais me dire, ok, ben là c'est normal parce que t'es arrivé avec de l'ego, tu t'es dit, tu penses que tu es au niveau 5 alors que t'es que au niveau 4 donc tu veux te dépêcher, et juste, bah, travaille sur ce qu'il faut travailler, n'est pas d'ego. Mais c'est comme ça que je vais le faire. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas par la respiration, je vais le faire quand je sens que je vais être tendu, mais c'est beaucoup plus par le mental que je coupe le mental, on va dire. Enfin, c'est des Et nœuds. tu sais, et tu sais, quand tu parles, ce que je goûte, alors moi j'ai un côté très poétique et sensoriel, et j'aime beaucoup ton côté beaucoup plus pragmatique. Je pense qu'on se complète très très bien par rapport à ça. Et quand tu parles, ça me fait penser à ce que me disait un de mes professeurs de yoga quand on parlait de la discipline du yoga, que tous les jours il faut se lever à telle heure pour faire son yoga, c'est 2 heures de yoga, et ça devient très mécanique et ça devient même rébarbatif. Et un jour, j'ai un professeur de yoga qui m'a dit, mais Sandra, si tu le fais dans cet esprit-là, autant aller boire une bière au PMU. Hein. Ça aura beaucoup plus d'effet que de te dérouler ton tapis et de te taper tes 2 heures en mode guerrier. Il me disait, le rendez-vous, ton rendez-vous avec ta pratique de yoga quotidienne, ça doit être comme un rendez-vous amoureux. Ça doit être comme Mm. aller voir ton amour. Tu sais, quand j'ai été amoureux. Quand tu dois aller voir ton amoureuse, tu sais, cet élan, cette espèce de joie dans laquelle tu es, eh ben, pour moi, c'est reconnecter ça, reconnecter ce plaisir, cet amour, cette joie de travailler avec ton cheval. Tu pourras te dire tout ce que tu veux dans ta tête s'il n'y a pas cette huile, cette saveur-là dans ce que tu fais, et que ça soit avec ton cheval ou avec ton client, Ouais. pour moi, c'est pareil. S'il n'y a pas cette saveur amoureuse dans tout ce qu'on fait dans Mm. notre vie, c'est Mm. mécanique, c'est mental, et, et pour moi, ça me fait chier, en fait. J'ai juste pas envie. J'ai cette sensation et tout là de. Alors, je sais pas si on pourrait vraiment appeler ça de l'amour, mais par exemple, quand je vais être dans une séance et que je vois qu'on gère un exercice, que je vais récupérer la décontraction haute, je vais être content. Quand je vais réussir une séance, je vais être content. Après, ça, je pense, c'est un pattern plus global sur moi. C'est-à-dire que moi, quand je réussis pas, je me déteste. Genre, mais vraiment, je me déteste, je me hais, mais c'est vraiment violent. En fait, moi, je veux m'aimer, mais que dans le succès. Jamais Ouais, dans. Et je sais que c'est pas simple, tu vois. Et j'essaie de changer ça, tu vois. Il y a pas longtemps, j'ai réussi, une fois, à m'aimer dans un moment d'échec. Mais on avait parlé d'ailleurs dans le podcast. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce truc, tu sais, où je dois pousser. Et c'est aussi ça qui fait que parfois, je vais faire des séances longues avec les chevaux parce que je veux pas rester sur cet échec-là. Et mais du coup, c'est pas parce que je vais à l'amour que je vais réussir, mais c'est parce que je vais réussir que je vais aller à l'amour, en fait. oui, C'est ça. Et tout je à sais que c'est fait. pas forcément ça, mais en tout cas, c'est un pattern que j'ai partout. Mais Ouais. partout. Même dans les relations amoureuses, hein, genre j'estime, en fonction de comment je vais réussir, enfin, entre guillemets, réussir, c'est pas le mot, mais ouais, il y a toujours cette évaluation, en fait. Et pourtant, j'ai cherché, est-ce que quand j'étais petit, on a voulu m'évaluer pour avoir de l'amour? Pas du tout. Mais apparemment, c'est un truc que je me suis créé à moi-même. Mais je sais pas, plus que ça. Moi, j'ai l'impression qu'on vit dans une société qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on est formaté par cette société où tu vaux quelque chose que Mhm. si tu réussis. Regarde à l'école, tu as des bonnes notes que si tu fais bien. Si tu fais des erreurs, tu as des mauvaises notes. Tu es sanctionné de faire des erreurs alors que on apprend en faisant des erreurs. Et chaque fois qu'on réussit pas, chaque fois qu'on est en échec, ça dépend de comment on regarde son Mm. échec. Si on le voit comme un échec et qu'on l'identifie à notre valeur personnelle, on se déteste, c'est sûr. J'ai loupé, je suis nulle, je vaux rien, je ne suis pas aimable. Mais si on le voit comme
un échelon dans l'apprentissage. J'ai fait un échec, qu'est-ce que j'apprends de ça? Ouah, j'apprends ça, bravo, parce que j'ai tenté quelque chose. Hum. Et j'ai pas réussi. Et, mais, et ça, je sais que c'est très mental hein, de dire Faut le que feedback aussi. nos succès personnels, notre valeur profonde ne dépend pas de nos succès personnels. Et c'est là où on en revient au grand jeu de la vie. C'est que c'est un jeu. C'est juste un jeu. Et donc, il n'y a pas d'échec et il n'y a pas de succès. Ceux qui sont milliardaires, euh, il faut aller regarder leur vie intime, comment ils se sentent à dedans. On les met comme des gens qui ont réussi, qui ont le secret de la réussite Hum. et donc, entre guillemets, du bonheur. Mais il faut aller voir comment ils se sentent intimement dedans. Et il y a des gens tellement simples dont on ne parle pas, des petits gauchos qui vivent dans leur puesto. Ici, il y a des puestos, il y a des petites maisons qui sont, ça c'est par là, qui sont perdues Hum. au fond de la steppe. Et il y a des petits gens très humbles qui vivent là seuls avec leur cheval et avec leur chien et qui ont une forme de tranquillité que je ne connais pas en Occident. Et cette tranquillité-là, je pense qu'elle vaut des milliards et des milliards et des milliards. Et je pense que c'est ce qu'on recherche tous. Mais tant qu'on est à la recherche du succès et de la réussite, eh ben, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de succès et pas de réussite. Hein. Au contraire. Peut-être que c'est quand on met son attention sur autre chose que de vouloir réussir que les choses se font ou pas. Et selon Ouais, notre c'est destinée. lâcher le désir, en fait. C'est ce truc de lâcher le désir. Mais ça se fait Tu... pas avec ça. Lâcher le Ouais, désir, ça se fait pas avec ça. Ça se fait vraiment en entrant dans le plaisir d'être en vie à chaque instant. À ce moment-là, on n'a pas besoin. Si on est content là, regarde, moi je suis contente là, assise avec toi à discuter. J'ai pas besoin d'avoir du succès sur les réseaux sociaux, qu'on parle de moi, ou d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent sur mon compte. Là, maintenant, je suis tellement heureuse avec vous, avec la vue sur, vous voyez pas la vue que j'ai, mais j'ai la vue sur mes Moi, je chevaux. les connais. Oui. Il y en a qui vont dire, ouais, bon, toi, t'as pas des bombes sur la tête et puis tu manges tous les jours. Bon, ok, c'est encore un autre, c'est encore Hum. un autre discours. Pour l'instant, moi, j'expérimente ça. Et on peut être dépressif en vivant dans un château Hum. ou être très, très heureux en vivant sous les bombes. Hein. Ce ne sont pas les circonstances extérieures, en fin de compte, qui définissent ça. Mais ça aussi, c'est de la théorie et j'en suis bien consciente parce que je les ai entendues, ces théories, pendant des années, jusqu'à vraiment le goûter sensoriellement et le vivre pleinement. Donc, mais et ce que je trouve beau, Alexis, aussi dans ce que tu dis, et je me reconnais tellement dans toi, dans cette quête, c'est que t'es dans une quête avec une énergie de quête de quelque chose. Et je trouve que ça représente l'élan de vie. C'est génial. Tu cherches, puis peut-être qu'un jour tu arrêteras de chercher et tu seras bien. Mais pour l'instant, tu cherches et c'est beau aussi. il y a un truc Même que si tu c'est as pas dit tout à l'heure sur les milliardaires. Tu voulais parler, Patricia? Ah non, 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 j'écoute. Non, non, elle a simplement rebondi. Donc, c'est pour Ok. ça. C'était. Ouais, tu vois, je sais plus c'est laquelle d'entre vous qui a dit, parfois on peut voir un peu les milliardaires comme les gens qui ont tout compris, tout réussi, etc. En fait, moi, ma vision, elle est un peu chelou. C'est-à-dire que c'est pas, j'ai vraiment beaucoup d'ambition, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas, je veux de l'ambition parce que je sais que ça va me rendre heureux. C'est pas du tout comme ça que je le vois. Je sais que c'est pas le cas. Mais pour moi, si tu te dis, ah ouais, l'argent, ça rend pas heureux, mais t'as pas fait d'argent, t'es juste un guignol qui sort une théorie. Et en fait, pour moi, ma théorie, c'est, je vais faire mes trucs, je vais atteindre mes objectifs. Une fois là-bas, je vais me prendre l'illusion. Mais je pense que tu as besoin de faire face à l'illusion pour t'en détacher. Tant que tu la vois pas, tant que tu fais pas face à ça, tu t'es toujours dans le fantasme de ah, Hum. quand j'aurai ça, je serai heureux. Et justement, le jour où tu arrives à obtenir ce que tu voulais, que tu te rends compte que ok, ça te donne un shot de plaisir, mais ça te rend pas forcément profondément heureux, bah tu peux te dire ok, mais au moins je suis allé là, je l'ai fait, j'ai coché ce truc-là, maintenant je peux me rendre compte que ça, c'est une illusion. Et en fait, la plupart des objectifs que j'ai dans ma vie, je veux juste les atteindre pour me rendre compte que c'est une illusion et après pouvoir être détaché de ce truc-là, en Ouais. fait. Ouais, je comprends tout à fait. Il y a une phrase qui dit, on ne peut pas se détacher de quelque chose à laquelle on n'a pas été attaché. Et Hum. oui, pour se détacher, il faut être attaché. Très juste. Après,
ce qui est incroyable avec toi, Alexis, c'est que tu es parfaitement conscient de tous tes mécanismes. Et oui, effectivement, ce que tu dis, moi je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce que je constate. Je vois qu'on a tous besoin d'aller vraiment expérimenter. On est sur Terre pour expérimenter. Et si tu as besoin d'expérimenter l'argent et le succès pour pouvoir t'en détacher, fais-le. Et tu le fais consciemment, c'est magnifique. Après, moi je te pose juste une question, c'est, c'est qu'est-ce que ça va te coûter? Mais qu'est-ce que ça va te coûter, et pas au niveau de ton porte-monnaie, qu'est-ce que ça va te coûter au niveau de ton énergie intérieure? Parce que toi, tu es jeune et tu as déjà cette conscience-là. Tu sais que ça me fait penser à tous ces parcours de vie très classiques à l'heure actuelle, ces hommes d'affaires qui ont été traders, qui ont gagné énormément d'argent et qui arrivent à 45 ans ou 50 ans, qui se font un burn-out et une dépression. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que leur vie est complètement vide et que toutes ces années, ils ont dépensé toute leur énergie, non pas à créer leur vie, non pas à, à déployer ce qu'ils étaient vraiment et ce qu'ils aimaient vraiment, mais à poursuivre des chimères que sont l'argent, le pouvoir, le succès, etc. Et à l'heure actuelle, ça c'est très classique dans notre conscience planétaire. C'est vraiment ce qu'on expérimente. Le pouvoir et l'argent, puis l'obtenir et se rendre compte qu'en fait, c'est nul. En fait, c'est nul. Et en fait, voilà, ça nous remplit pas et qu'on s'est épuisé. C'est-à-dire qu'on a épuisé des crédits de créativité, de bonheur, de service aux autres, de partage, de tout ça pour obtenir ça. Et on se rend compte à 50 ans que, ben non, en fait, c'est pas ce qu'on voulait. Et ces gens-là, ils font un changement de vie. Hein. Il y en a qui se mettent boulanger, boulanger bio dans, en Ardèche alors qu'ils étaient traders à New York. Ça, c'est vraiment le truc un peu cliché. Mais toi, tu fais partie d'une... Je sais pas quel âge tu as, Alexis, mais tu as quoi, 27. 25 ans? 27. 27. Toi, tu as cette chance de faire partie d'une génération qui bénéficie de justement de ce vécu de l'humanité. Et toi, tu peux faire d'autres choix, à mon avis. Mais peut-être que non. Peut-être qu'il faut que tu obtiennes le succès et l'argent pour pouvoir te prouver quelque chose et t'en détacher. Et à ce moment-là, c'est ta destinée, c'est ton chemin de vie et vraiment, et fais-le, c'est parfait. Mais sois attentif à ce que ça te coûte, à ce que ça va te coûter en amour, en relation, en temps de partage, de vraiment en temps d'essentiel. Qu'est-ce que ça va coûter ça va te coûter en termes d'essentiel. Tu comprends ma question? Ouais, je comprends de ouf, mais en fait, je suis vraiment partagé entre deux idées. C'est que d'un côté, je relate de ouf avec ce que tu dis, c'est que oui, bah, en poursuivant certaines choses, tu vas peut-être en sacrifier d'autres, mais c'est aussi de se dire, bah, il faut être capable de sacrifier des choses, puis je vois vraiment ça en mode, tu sais, j'ai mis, on va dire, un curseur, tu vois. En fait, j'ai plusieurs curseurs dans plusieurs domaines de ma vie qui sont vraiment précis, chiffrés, etc. Et je sais qu'à partir du moment où j'atteins ce curseur-là, je voudrais plus, mais si je veux plus, là, c'est sûr que c'est de l'ego. Mais dans tous les cas, là, je pourrais librement décider de ne pas y arrêter parce que j'avais fixé à l'avance ce curseur-là, en sachant que ce serait de l'ego de continuer. Mais j'ai besoin d'atteindre certains curseurs que j'ai placés pour me prouver des choses. En fait, moi, je suis un mec, j'ai besoin de me prouver énormément de choses. Et depuis que je suis enfant, petit, enfin, il y a toujours eu ce truc-là en moi. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Mais ouais, j'ai toujours eu de l'ego sur le fait de vouloir me. C'est même pas prouver aux gens, mais c'est vraiment à moi-même. Tu vois? Donc c'est. Donc ouais, je vois de ouf ce truc-là. Et c'est vrai que c'est des choses que. Des questions que je me pose parce que il y a pas longtemps, je pouvais me mettre en relation avec quelqu'un, par exemple. Et je l'ai pas fait parce que justement, j'ai encore des choses à vouloir me prouver dans ce domaine-là. Mais du coup, je me dis peut-être que je passe à côté d'une relation qui est incroyable parce que je veux me prouver des choses. Mais après, il y a aussi ce truc où je me dis, mais en fait, dans tous les cas, tu pourras jamais être bien dans la relation tant que tu t'es pas prouvé ces trucs-là, parce que tu vas toujours avoir des insécurités, des machins, des... Et donc, c'est aussi pourquoi je le fais. Et je me dis, souvent, dans la vie, il y a ce qu'on veut faire et ce qu'il faut faire.
Et parfois, il faut faire des trucs qui sont pas agréables. Donc, même si, parce que c'est pas, j'en ai pas envie, mais c'est bon pour moi sur du long terme. Donc, je sais pas si ça répond à la question que tu m'as posée. Euh, Tu sais, tu parlais d'agir par le manque. En fait, Ouais. là, ce que j'entends, c'est que tu veux accomplir des objectifs pour te prouver que tu peux y arriver et tu penses que quand tu auras fait ça, ça va combler des insécurités que tu as. Ça, ça comblera pas. Je sais, en fait, je sais que ça comblera pas, mais je pourrais me dire, là maintenant, t'es sûr que c'est que de l'ego. Genre, là, t'es sûr, t'as mis le truc. Là, tu sais que c'est toi contre toi. Il y a plus de, ça sert à rien d'écouter cette voix qui te dit fais plus. Tu sais que c'est pas vrai, tu l'as vu, t'as atteint le marqueur. Mais au moins, tu te dis, je sais que j'ai été capable d'aller là et que si je veux plus, maintenant, le travail, il est que sur ça. Il est que sur, est-ce que vraiment t'as envie de plus ou c'est de l'ego? Et vu que j'aurais dépassé le marqueur, bah, ce sera forcément de l'ego. Et du coup, là, je pourrais vraiment me concentrer sur ce travail de se détacher de ça et se d'identifier de ça, parce que bah, j'aurais des prérequis où tu t'es prouvé ce que tu avais envie de te prouver, tu vois que le piège maintenant, il est infini. Donc, quitte-le. C'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais. Et je comprends, et ça a sa logique mentale, tout à fait. Mais tu sais, ça me fait penser à cette attitude mentale qu'on a tous, à se dire demain je serai plus heureux. Quand j'aurai fait ça, je serai plus heureux. Mm. Quand j'aurai fait ça, je serai plus en sécurité. Quand j'aurai Et en fait, c'est vraiment, tu sais, c'est une fonction du mental. Le mental, il est comme ça. Il va toujours projeter, soit il regrette, il est dans le passé, il est noyé dans le passé, mais c'est pas du tout ton cas, ou soit il projette quelque chose de mieux qui va se passer devant, quand j'aurai accompli ça, quand je Mm. pourrai à ce moment-là, quand j'aurai accompli ça à ce moment-là, je pourrai lâcher. Quand j'aurai Et en fait, ce qu'il est important de saisir, c'est que c'est un fonctionnement en soi, c'est-à-dire que quand tu auras accompli tout ça, ton mental, il n'aura pas évolué, il en sera toujours là. Donc il voudra encore accomplir autre chose et encore et encore, et ça peut durer jusqu'à 90 ans. Et c'est pas grave. Il y en a qui fonctionnent comme ça toute leur vie et puis c'est pas grave. Moi, je sais qu'il y a autre chose qui se goûte dans la vie quand on sort. C'est comme si on sort d'un paradigme, on sort de cette boîte qui est là. On veut toujours, il faut que j'accomplisse ça, il faut. Et il y a un moment, si on sort de cette boîte, c'est comme si on sortait d'une prison et il y a tout un autre monde qui s'ouvre. Et, et on n'a pas besoin d'accomplir quoi que ce soit pour avoir accès à ce monde qui est un monde beaucoup plus tranquille, où on n'a pas besoin de tout ça. Mais chacun son rythme. Et chacun sa vie, chacun Et son chemin d'incarnation. pas la tienne. Enfin, ça, c'est vraiment. Ouais. Je crois qu'on a chacun son expérience du vivant. Et ta logique, elle est tout à fait compréhensible, Alexis. Mm. Tout à Vous fait. deux, vous avez eu quand même pas mal de succès. Toi, Patricia, t'as quand même eu vraiment Oui, une mais progression je vous plus énorme. écoutais. Oui, mais ouais, j'ai eu du succès et c'est ce qui me fait aujourd'hui que je peux être. Et je me Mm. suis, et ça, elle le sait, Sandra, et elle a été la première à m'éveiller aussi sur des parts que je ne voulais pas voir de moi, comme si et ça et ça m'a aussi aidé cette notion de oui, mais moi j'avais besoin, j'étais, et c'est pour ça que je te comprends, Alexis, et je comprends aussi Sandra. C'est comme si j'ai été à un moment donné toi, Alexis, et aujourd'hui je comprends et je comprends pleinement ce que dit Sandra. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, il fallait que je coche les cases, il fallait que je me prouve quelque chose, il fallait que c'était nécessaire pour moi. Alors moi, c'est ce qui j'ai mis, c'est vrai, ma relation. Finalement, la relation avec le père de mes enfants, elle a été sacrifiée. Voilà. J'ai aussi mis, et moi, c'est mon corps. C'est mon corps. Tu disais à un moment donné, qu'est-ce qui dit que ça? Moi, il y a eu mon corps qui m'a dit, tu meurs. J'ai eu une tumeur. Tu fais quoi? Tu continues comme ça? Tu m'écoutes pas, tu écoutes pas ton corps. Mais parce que aujourd'hui je sais des choses, parce que c'était écrit dans ma destinée, parce que d'une certaine façon, et je le vis au travers de l'homme avec qui mon amoureux aujourd'hui, qui est passionné d'astrologie, et tout ça c'est écrit.
En réalité, ma lune, moi, elle est en taureau et je ne l'écoutais pas. Donc, à chaque fois, elle revenait me dire donc, et en même temps, elle venait me dire, t'es pas dans ton corps, t'es que là, t'es que là. C'était ça. Le seul moment où j'étais dans mon corps, et je me souviens, c'est que quand j'étais dans la réceptivité pour créer. Parce que mon métier, c'était d'être architecte d'intérieur, de créer, et je créais des concepts. C'était le seul endroit où j'étais. Et un autre endroit, c'est quand j'ai fait vraiment, quand je me suis remis à 35 ans à l'équitation, ce rêve de petite fille. Et ça, pareil, c'est exactement ça, Sandra. Ce moment où j'ai recontacté à l'intérieur de moi, grâce aux chevaux, cet enfant intérieur qui avait, cette petite fille qui avait envie de se reconnecter aux chevaux. Et c'est ça. Et donc, tout, finalement, ce corps-là et tout m'a amené à dire, bah, regarde, et à prendre des décisions de vendre, de ne pas, et là, moi, je retrouve ce que tu dis, Alexis. Je savais que j'avais un curseur où il fallait pas que j'aille au-dessus. Parce que là, c'était de l'ego. Et mon corps me l'a dit. Parce qu'à un moment donné, je prenais pas tout à fait la décision. Parce qu'on peut s'y perdre. On s'y perd parce que je mettais à l'extérieur cette position, ces paillettes, voilà, de réussite. Il y avait un peu tout ça. Donc, et là, bah, après, bah oui, prendre la décision de vendre. Pour aujourd'hui, ben oui, je me suis mis en sécurité pour pouvoir vivre pleinement ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, moi, avec les chevaux et avec le vivant et la nature. Mais j'avais besoin d'expérimenter ça. Et toi, Sandra, tu disais aussi que tu avais eu des accompagnements où tu avais 40 personnes qui t'attendaient, que tu avais un peu cette image que tu devais garder. Toi, c'est quoi, juste que du coup, j'ai l'impression que tu as été peut-être aussi un peu dans ce truc de prouver ou peut-être un peu moins fort peut-être que nous, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a fait shifter ou là, tu te disais, bah, je sais plus comment tu dis, mais en gros, je vais en Patagonie, j'ouvre, je cherche plus à avoir un mental qui vise quelque chose. Comment t'as shifté sur ça? Ben oui, moi aussi, j'ai eu beaucoup de succès à mon avis, à mon niveau, hein, en yoga, et c'est vrai que j'ai eu besoin de me prouver ça aussi. Moi, c'était plutôt dans ma condition de femme parce que j'ai été mère au foyer pendant les premières années de vie de mes enfants et j'étais dépendante financièrement de mon ex-mari et j'en ai beaucoup souffert. Donc, à un moment donné, j'ai eu besoin de prouver que je pouvais subvenir à mes besoins par moi-même et j'ai eu besoin de me prouver que je pouvais gagner beaucoup, enfin, gagner de l'argent correctement. Et donc, ça, c'est quand je suis arrivée sur l'île de la Réunion, il y a maintenant 13 ans, où vraiment voilà, j'ai ouvert toute la sphère professionnelle. Donc, j'avais mes cours de yoga plus mes psychothérapies. Et effectivement, ça a très, très bien marché sur l'île de la Réunion. J'avais énormément de monde. Et j'ai fait un burn-out parce que j'avais mes cours de yoga matin et soir, mes clients la journée, le week-end j'avais des stages et en plus de ça j'avais une famille avec 2 enfants. Et, euh, et il se trouve qu'au milieu de tout ça, un jour, j'ai oublié. Donc sur l'île de la Réunion au mois de décembre, c'est en plein été, il fait 40 degrés. Et un jour, je revenais d'un cours de yoga, j'avais pris ma chienne avec moi dans la voiture et je rentre à la maison, je gare ma voiture et j'avais un cours de yoga privé à la maison et mes élèves m'attendaient déjà. J'avais 2 élèves qui m'attendaient. Donc je ferme ma voiture vite, je rentre dans la maison, je donne le cours. Juste après le cours, mes enfants rentrent de l'école. C'est un mercredi midi, je leur donne à manger, on mange, là, et on doit partir faire des courses. Et là, mes enfants vont à la voiture, ouvrent la porte de la voiture. Et ma chienne était restée enfermée dedans. Dans ma folie, dans ce rythme de vie fou, j'ai oublié ma chienne qui était comme ma fille, hein, dans la voiture. À La Réunion à 40 degrés, 3 heures dans une voiture, ça pardonne pas. Et elle s'appelait Jaya. Et donc elle était morte. Et
Et ça a été un immense choc. À ce moment-là, je me suis rendu compte que ça faisait plusieurs semaines déjà que j'étais en burn-out, que j'étais dans un état d'épuisement mental et physique excessif. Et j'ai mis 4 mois à me relever. Et c'est à ce moment-là, ça c'était il y a 8 ans, hein. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter la psychothérapie et de me consacrer uniquement au yoga pour alléger mon emploi du temps. Et donc déjà là, j'ai fait un pas de recul. Ça m'a déjà donné une claque, mais j'ai quand même continué à avoir besoin de voilà, de réussir, de créer. Il y avait aussi un élan de partage, hein, évidemment, dans ce que je faisais, et un besoin vraiment de créer. Donc de créer ce Devi Yoga, ce yoga de la femme. J'ai écrit un livre. C'était vraiment un besoin de mettre au monde certaines choses. Et puis ensuite, j'ai divorcé. C'était mon choix. Les enfants étaient encore à la maison entre mon mari et moi. Et puis, effectivement, il y a 1 année et demie maintenant, mon dernier fils est parti de la maison, c'est-à-dire qu'il est allé en France et moi, je suis restée à La Réunion. J'ai eu envie de recommencer, de retenter quelque chose avec mon ex-mari et j'ai été confrontée à un non très violent. Enfin, en tout cas, les circonstances ont fait que vraiment j'ai eu un espoir et ensuite j'ai eu vraiment le cœur brisé. Et ça a été une très grande douleur, très très grande douleur pour moi. Et plus mon dernier fils qui était parti, je me suis retrouvée dans une forme d'errance où en fait ce que je faisais, le succès que j'avais, tout ce que je créais, tout ça a perdu de son goût. Il n'y a plus rien qui avait de goût. Et pour moi, ça n'a pas été une maladie physique comme toi, Patricia. Ça a été plus une forme d'errance mentale, une forme de non-sens, voilà, la vie n'avait plus de goût, j'avais plus envie, je me foutais du succès, j'avais plus envie. Il y a une perte vraiment de sens, en fait. En tout cas, pour moi, ça s'est exprimé comme ça. Et je me suis dit, si je fais pas quelque chose de radical, et ça correspond à ma personnalité aussi, si je ne fais pas quelque chose de radical, je vais mourir, ou je vais me tuer, ou je sais pas, ou je veux plus vivre comme ça. Je veux plus être dans cette forme de vie fade. Et du coup, oui. Vas-y, finis, t'inquiète. Et du coup, au début, je voulais m'acheter un van, partir au Maroc, et puis voilà, faire une forme de vie un peu comme ça à la bohème. Et puis j'ai un ami qui m'a parlé de cette retraite d'ayahuasca au Pérou, enfin de diète au Pérou. Et j'avais déjà fait 2, 3 expériences d'ayahuasca. Et je me suis dit, bon, ben, allons là-bas. Mais tu vois, je me suis dit comme ça. J'ai toujours voulu aller en Amérique latine. Il y a ça qui s'ouvre, hop, je vais là-bas, mais sans vraiment d'envie, parce que l'envie ne m'habitait plus à cette époque. C'était comme un geste de survie, tu vois. Bon, allez, je tente encore un truc, et si ça marche pas, je vais mourir quelque part. J'en étais vraiment là, hein. C'était quand même très profond, hein, comme détresse intérieure et comme crise existentielle. Il y avait un vide profond à ce moment-là. C'est ce que j'appelle, moi, la traversée de l'obscur, hein. J'ai vraiment traversé quelque chose de très obscur. Je suis vraiment allée au fond de ce désir de mourir. Et j'en suis même arrivée à un point où j'acceptais de mourir, où j'acceptais de quitter cette vie, vraiment. En tout cas, voilà. Et à ce moment-là, en fait, tu baisses les armes. Tu baisses les armes. T'as plus envie de rien. Plus rien qui te touche. Il y a plus rien. T'as plus envie d'être quoi que ce soit. Et en fait, je pense que c'est le terreau pour que autre chose naisse, vraiment. Et on est dépouillé à ce moment-là. C'est des moments très précieux dans une existence, même si c'est les moments les plus durs, parce que c'est des moments où on est malgré soi dépouillé de tout. On est dépouillé de notre ego, sans le vouloir. On est dépouillé de notre ego parce qu'on s'en fout de tout. Et c'est quelque chose qui se fait. C'est pas quelque chose qu'on décide ou qu'on programme. C'est comme un passage de vie, et je pense qu'on passe tous par ces nuits noires de l'âme, hein. Christiane Singer, qui est une poétesse qui m'a beaucoup inspirée, nommait ça, ces temps-là, ces temps de crise qui sont des temps charnières dans une vie,
Elle appelait ça les nuits noires de l'âme. Ouais. Et ça permet de renaître. Et voilà, c'est un peu comme ça que je décris ce passage-là que j'ai eu. Et là, on sort vraiment toutes les planifications de vie. Je suis obligée quand même, on en est à 1h30. Je suis désolée, je suis maître du temps, Alexis. Ah oui. Alors, avec Sandra, on peut rester avec un maté et rester près des chevaux à discuter pendant des heures et des heures. Je sais. C'est simplement lié à ton podcast et voilà. Donc, je sais pas comment tu veux faire, Alexis. C'est simplement ça. Voilà. Encore pas. Et on n'a pas parlé encore des chevaux. Il va falloir en faire un deuxième de podcast. On va faire un deuxième épisode. Moi, j'ai peut-être une dernière question sur laquelle on pourrait finir. Tu sais, c'était par rapport, tu disais, parce que j'ai l'impression que tu as eu cette nuit noire de l'âme, justement, pour reprendre le terme, juste après que tes enfants soient partis. Et ça me faisait penser à cette, pareil, c'était un podcast et il disait, en gros, il y avait deux hommes d'affaires qui discutaient et ils disaient, oui, mais tu vois, pendant des années, tu as voulu construire ta boîte pour toi, pour ne manquer de rien, pour être bien. Et après, quand tes enfants sont nés, tu t'es dit, je le fais pour mes enfants. Et après, j'avais vu un autre contenu d'une personne qui disait, mais arrêtez de vous détruire la vie en disant que vous voulez laisser quelque chose à vos enfants, parce que de toute manière, dans la plupart des cas, l'héritage, ils vont le dilapider. Et, et du coup, est-ce que toi, tu étais peut-être dans cette idée de te dire, ah bah, je fais tout ça pour mes enfants, ou du moins leur laisser quelque chose. Et que du coup, quand ils sont partis, tu t'es peut-être pris une claque de ah bah en fait, j'ai fait tout ça, mais ils sont plus là. Et est-ce que du coup, il y avait ça qui était en jeu ou pas? Et deuxième question, comment est-ce que tu as fait par rapport à ta chaîne pour ne pas te faire enfermer dans un cercle de culpabilité infernal? Alors, par rapport à mes enfants, non, pas du tout. Rien à foutre. Non, je voulais rien leur laisser à mes enfants. Je suis pas dans cette croyance-là. Non, je crois que le départ de mes enfants correspondait aussi à la fin d'un cycle de vie plutôt. Et en corrélation avec ça, en concomitance avec ça, j'ai eu aussi ce moment de drame amoureux avec mon ex-mari. Donc, et puis, je pense que j'arrivais au bout de quelque chose sur l'île de la Réunion. Donc, en fait, ce sont plusieurs facteurs qui m'ont conduite en fait au pied du mur. C'est la vie qui me disait bon ben qu'est-ce que tu fais maintenant que tout ça est arrivé à sa fin? Qu'est-ce que tu fais? Mais non, je pense que j'ai pas fait ma vie et en tout cas pas construit mon succès professionnel pour laisser quelque chose à mes enfants. J'ai pas ce programme-là. Et puis par rapport à ma chienne, j'ai culpabilisé évidemment. Les premiers temps, ça a été terrible, terrible, terrible. Et puis, bah là, de nouveau, c'est pas très rationnel, mais j'ai parlé avec elle. J'ai parlé avec elle, avec mon cœur, dans mon cœur, parce que je pense que dans le cœur, que tout existe dans le cœur. Et quand j'ai parlé avec elle, que je lui ai demandé pardon, j'ai eu ce retour intuitif, je sais pas d'où, qui me disait mais ça faisait partie du plan. J'ai été d'accord. Ça me donne encore de l'émotion quand j'en parle, mais c'est comme si elle me disait, j'ai été d'accord de me sacrifier pour que tu vois, parce qu'il fallait que tu aies une claque grande comme ça, assez forte comme ça, pour te réveiller de cette espèce de course infernale dans laquelle tu étais, de cette poursuite du succès ou de ne pas être capable de dire non aux gens qui te proposaient des projets. Il fallait que tu aies cette claque et j'ai été d'accord dans mon âme de me sacrifier pour que tu comprennes ça. Et du coup, la culpabilité n'a pas sa place là-dedans. La culpabilité est ridicule là-dedans. Parce que c'est plus grand que ça. Et, et, et je pense que cette histoire m'a appris que dans la vie, tout est comme ça. Que tout est à sa place tout le temps. Tout a sa raison d'être. Et que la culpabilité est quelque chose qui est complètement superflu et destructeur et qui n'a pas, qui devrait pas exister. Parce que tout est juste. Et même si je me traîne encore des culpabilités, je suis pas du tout libérée de toutes les culpabilités, mais ça a été une grande leçon d'humilité par rapport
au destin, par rapport à comment la vie se tisse au-delà de nous et qu'on apprend de tout. Et aujourd'hui, à la place de la culpabilité, j'ai énormément d'amour et de reconnaissance pour ma chienne, pour Jaya. Magnifique histoire. Et ouais, c'est ouf parce que ouais, la culpabilité, c'est vraiment un sentiment qui ronge les gens et parfois qui les enferme là-dedans toute leur vie. Donc ouais, c'est ultra inspirant comment tu l'as conscientisé et tout. Bah écoutez, ouais, je pense qu'on va se terminer là pour aujourd'hui. C'était hyper intéressant. On n'a pas du tout parlé de ce qui était prévu, mais c'était vraiment, je trouve justement, ça va rendre ce podcast vraiment très spontané, avec beaucoup de valeur. Je vois déjà le titre que je vais mettre. Qu'est-ce que tu vas nous mettre Ça, la comme titre? surprise. Ce sera la surprise. Et Il va nous donc faire je du pense que punchline. je vais mettre elle prend de l'ayahuasca et il plaque tout pour venir avec des chevaux sauvages. Bien YouTube, tu vois. Bien le truc YouTube qui fait cliquer. À chaque fois, il fait des punchlines et je me dis, mais c'est quoi un whisky léché? C'est vraiment dans le truc de YouTube, c'est trop. Mais je Ouais, bah, sais qu'il c'est les paraît que règles. ça marche comme ça. J'ai dit, mais Gaël, pourquoi il me fait des titres pareils, Alexis? Il dit, mais c'est Non, normal, ça fait non, partie du truc. C'est le j'adore. jeu, ouais. Moi, C'est les Donc, j'ai règles de mais YouTube. Paname, on reprend un rendez-vous. Peut-être pas là, mais on essaye quand même en février pour vraiment parler des chevaux patagoniques. Ouais. Alexis, moi j'ai plein d'anecdotes de fous de la Patagonie, des gauchos et tout. Faut que je te raconte aussi. Après le rendez-vous. Deuxième épisode. Mais du coup, ceux qui ont vu ce podcast, abonnez-vous pour pas louper le deuxième épisode parce que ce serait vraiment dommage. Et Oui, puis, oui, tant qu'on est encore là, bon, comme d'habitude, pour moi, Patricia, il y a tous les liens dans la description. On mettra également ceux de oui. Sandra. Si des gens veulent te suivre, veulent contacter avec toi ou travailler avec toi, je sais pas si tu fais encore le yoga, tout ça, ou si tu fais encore des accompagnements à côté. Mais si des gens veulent te contacter ou te suivre, comment est-ce qu'ils peuvent faire du coup, Sandra? Oui, alors pour l'instant, le yoga s'est mis en pause. Par contre, je fais des accompagnements psychothérapeutiques en visio. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et pour me contacter, j'ai une page Facebook et une page Instagram qui sont pas très actualisées, mais on peut me contacter via ça ou WhatsApp et je te donnerai mon contact WhatsApp. Ok, parfait. Bon, on met tous les liens en description. Prenez soin de vous, à ceux qui ont regardé ce podcast. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous voulez également poser des questions, peut-être qu'on pourra voir à Sandra pour le prochain épisode. Abonnez-vous, mettez le like, c'est important. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Au revoir.